Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, il faut que l'on vous parle de Save Your Love Date. Save Your Love Date, ce sont des outils de communication conçus pour accompagner le couple tout au long de sa vie à deux. Une aventure de 12 rendez-vous en tête-à-tête pour partir à la redécouverte de soi, de l'autre et de son couple. Pourquoi ? Pour le nourrir, le faire vivre et lui donner ainsi toutes les chances de durer. Save Your Love Date, travaillez chaque jour à construire un couple qui vous ressemble. Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez. Le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode spécial d'Au cœur du couple. Nous vous en proposerons une fois par mois à partir d'une thématique qui nous aura été soumise par l'un de vous et qu'on aura à cœur de traiter avec Marie-Lise. Ce seront des thèmes qui porteront évidemment sur la vie de couple, sur ce que vous vivez et qui soulèvent en vous des questions. Et donc on vous aidera par ces épisodes un peu particuliers à trouver des réponses. Ce premier épisode, nous le consacrons à la nécessité d'être en paix avec soi-même lorsque l'on s'apprête à s'engager dans une vie à deux. Alors on va réfléchir ensemble aux vertus d'une telle démarche, à la fois pour soi bien évidemment, pour l'autre, mais aussi pour sa vie de couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Alors pourquoi est-ce qu'il peut être important, avant de s'engager dans une vie à deux, de relire son histoire ? Tout simplement, je dirais déjà parce que votre couple mérite le meilleur et que ça serait fort dommage qu'il puisse être alourdi, on va dire, par des choses qui ne lui appartiennent pas, par des choses de votre passé ou par des problématiques qui vous appartiennent et que ça puisse venir ternir votre amour et potentiellement, au fur et à mesure des années ou des aléas de la vie ou des difficultés, l'affecter en fait. Alors, ce qui est peut-être pas évident, c'est que quand on est dans une relation nouvelle, quand on est des jeunes amoureux et que l'on s'apprête à se dire oui, quand on rentre dans cette démarche, c'est que généralement, tout va plutôt bien. On a peu de problématiques, on se sent bien dans son couple, on est porté par cet élan, par cet amour qui peut être très très passionnel du début, et on peut avoir du mal à se dire tiens, cette façon dont j'ai par exemple été élevée ou le schéma parental que j'ai eu va venir avoir des incidences dans ma vie d'aujourd'hui puisqu'on ne les ressent pas. Et pourtant, toi tu es là pour nous dire qu'il faut quand même être sensible à ça. Chose intéressante ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand on est porté au début par cette passion amoureuse, on est sûrement peut-être aveuglé et plein de croyances aussi, parce que souvent, quand on est dans un lien d'amour et il y a souvent ces idées de fusion, on peut aussi penser que cette relation elle est tellement belle qu'elle peut nous guérir des maux passés. Et c'est une fausse croyance, parce que y a personne d'autre qui va vous guérir pleinement. Elle peut vous faire du bien, elle va vous apporter de la paix, les relations positives, mais c'est pas elle qui va venir guérir ou penser vos plaies. Et ça, c'est vraiment important, parce que je crois que parfois on se cache derrière ça, et en plus, ça va amplifier des relations potentiellement, toxiques sera un peu exagéré, mais néfastes pour votre couple, parce que ça serait faire porter à l'autre une responsabilité qu'il n'a pas à porter. Donc, ce serait d'autant plus important, je pense, avant l'engagement, de pouvoir se poser ces questions de quel est notre parcours, comment on a pu se construire dans nos figures d'attachement, quel est notre lien avec, je dis nos parents parce que souvent c'est nos parents, nos figures d'attachement les plus proches, mais qu'est-ce qui a pu se construire et comment on a pu se sentir entouré et ça, en fait, ça va avoir des répercussions tellement possibles sur notre relation, notre façon de rentrer dans notre vie de couple, que ça vaut le coup d'aller voir ce qui s'est passé avant avec notre famille. Qu'est-ce que tu entends par figure d'attachement ? J'entends les personnes en fait qui vont nous entourer et nous donner de l'amour et surtout de la sécurité. Et en fait, il peut y avoir des figures d'attachement plus ou moins
plus ou moins saines, ça serait un peu exagéré parce que je veux pas juger ou culpabiliser le moindre des parents qui peuvent nous écouter, parce que chaque parent fait au mieux et donne avec ce qu'il a eu lui aussi. Mais il peut y avoir des relations plus ou moins sécurisantes. Et en fonction des relations qu'on a pu avoir, on va pas se construire de la même façon dans notre relation à l'autre, où on n'aura pas les mêmes, si je peux dire, compétences. Par exemple, plus on se sentira en sécurité, plus on sera autonome, plus on sera à même d'aller vers les autres enfants, mais ça sera de même adultes. Par exemple, on peut voir des couples adultes qui peuvent s'inscrire dans une forme de dépendance affective. Ça peut être en lien aussi avec des figures d'attachement potentiellement défaillantes, où on va pouvoir se sentir en fait incapable de faire quelque chose sans l'autre. On n'aura pas l'estime de nous suffisante pour se dire qu'on peut construire des choses seuls. Avec des couples qui par exemple vont vouloir tout faire à deux, ou l'un ou l'autre va se dire bah non, je suis pas capable de faire tel projet par rapport à ça. Ou des couples où à l'intérieur de leur famille, ils vont se sentir en sécurité, mais très en sécurité avec le monde extérieur, leurs amis. Donc ça vaut le coup de pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui fait que là, ça peut être douloureux pour moi de faire ça, et de se dire que c'est pas juste une problématique à un instant T, ou quelqu'un qui va être très jaloux, il va se dire mais c'est lui, il fait tout pour me mettre dans tous mes états. En fait, il y a autre chose qui se joue. Ce n'est pas la problématique qui se passe à l'instant T là, mais c'est d'être quelque chose qui se répète de ce qu'on a pu construire et intérioriser. Et est-ce que si là, en t'écoutant, on pense un peu à son enfance, au modèle parental qu'on a eu, aux relations avec ses frères et sœurs, à la façon dont on a grandi, à l'entourage dont on a pu bénéficier, qu'on se dit, alors moi vraiment, tout était parfait, j'ai rien à redire, donc inutile. Mais est-ce que quand même si on considère qu'on a été heureux, qu'on a eu ce qu'il fallait, c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est joué, ce qu'on a reçu dans cette enfance? Je pense que ça peut toujours être intéressant, et puis je l'espère en fait aussi que bon nombre de personnes ont eu des relations sécurisantes avec leurs parents, mais il y a d'autres choses qui peuvent être balayées, soulignées, et je pense que c'est toujours constructif, après ne serait-ce quand on va devenir soi-même parent, de voir qu'est-ce qu'on a pu nous transmettre, comment ça a été fait, pour pouvoir aussi faire le choix pleinement de qu'est-ce que nous allons transmettre. Parce qu'il n'y a pas que cette question d'attachement, il y a aussi toutes les croyances, toutes les valeurs inconscientes ou conscientes qui a pu nous être transmises par nos parents et même nos grands-parents et ce genre de choses, qui découlent et qui sont une trame en fait qu'on garde avec nous. C'est un peu notre carte du monde, c'est notre façon dont on va voir le monde avec nos yeux, notre regard. Et si on n'a pas cette capacité méta de voir la façon dont on regarde, on ne pourra pas réfléchir et poser une réflexion dessus. Par exemple, avec notre conjoint, chacun va avoir sa paire de lunettes et sa façon de voir la situation, mais si on n'est pas en capacité de prendre un regard extérieur pour voir notre façon de voir, on verra pas que c'est une paire de lunettes qui nous montre cette vision. Donc on ne pourra pas discuter sur ça, parce que ça sera un état de fait. On se dira non, c'est une évidence, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, mais tout peut se réquestionner et se voir autrement. Et est-ce que le fait de relire tout ça, ça doit être une façon de s'en détacher et de s'en libérer pour se construire soi-même? Complètement, de pouvoir être peut-être plus léger et s'autoriser aussi peut-être à se dire peut-être que là pour le moment j'arrive pas à faire autrement, parce qu'il y a de ça aussi en fait qui est une réalité, c'est que c'est coûteux quand même de faire ce genre de démarche. Si on reste dans nos vieux réflexes, nos vieux instincts, c'est parce qu'aussi c'est ce qu'on connaît. On sait faire comme ça va être sécurisant pour chacun. Et on est dans un état peut-être qui est inconfortable dans nos relations, mais c'est un état d'équilibre qu'on connaît. Et c'est un peu cette idée comme si on était sur un escalier, passer à une autre marche, entre les deux marches, on est dans un état de déséquilibre. Il y a quand même un moment de flottement pour aller à l'autre marche qui sera peut-être plus confortable, mais il y a ce moment de flottement. Donc on va s'en libérer, mais c'est une réalité aussi de se dire que ça peut être coûteux dans un premier moment, une première étape. Mais c'est quand même dans l'idée de... Je pense à tous ces couples que je peux voir en thérapie qui enchaînent les relations et qui en fait il se passe toujours la même chose. Où au début ils se disent mais cette personne c'est une mauvaise personne, mais en fait la deuxième personne c'est exactement la même chose qui se rejoue et qui se rejoue. Tant qu'il n'y aura pas une relecture plus profonde et un réel décalage de position, ce sera la même chose qui se rejouera sans cesse en fait. Alors là on parle de relire son enfance, davantage, son enfance, son adolescence, et ce qui peut être aussi important, de relire, de repenser aux histoires justement amoureuses qu'on a pu connaître avant, celles dans laquelle on veut s'engager et celles qu'on veut être la dernière de notre vie. Complètement, moi je trouve que ça, comme ce que j'ai pu dire, c'est que c'est juste, on s'en rend pas forcément compte, mais ça va être instinctif, on va rejouer souvent les mêmes jeux qu'on connaît, la même place qu'on a pu prendre dans sa fratrie ou dans sa famille. Est-ce qu'on a tendance à être un peu le sauveur qui va vouloir sauver tout le monde, ou est-ce qu'on a tendance à se placer un peu comme peut-être parfois la victime aussi dans ses relations, et être toujours à être dans la plainte et ce genre de choses. Donc
re-questionner ces relations de couple, c'est aussi se dire réellement qu'est-ce qui m'a fait souffrir et aussi reprendre ses responsabilités. Qu'est-ce que j'ai fait qui, par exemple, j'ai pas pu me défendre dans cette relation ou exprimer clairement mes besoins et mes envies, ou qu'est-ce qui fait que j'ai pu choisir cette personne, parce qu'il y a quand même une part de choix. Et en remettant en avant ses propres responsabilités, ce qui est génial, c'est pas de se blâmer, de se dire ah mais enfin vraiment je me fais du mal, mais c'est pouvoir aussi avoir une action dessus. Parce que si on se dit juste éternellement ah bah j'ai rencontré des mauvaises personnes, on n'a aucun pouvoir d'action et de prise. Alors que si on peut se dire bah qu'est-ce que moi j'ai pu faire, qu'est-ce que ça vient raconter de moi cette histoire aussi, c'est reprendre en main ses responsabilités pour se dire je veux faire autrement et je veux que cette prochaine histoire soit autre et qu'elle puisse m'épanouir pleinement. Oui, et quand bien même les histoires précédentes n'ont pas été traumatiques, on peut quand même toujours aller voir pourquoi cette personne n'était pas la bonne, pourquoi finalement notre histoire d'amour n'a pas continué, qu'est-ce qui s'était mis en place qui ne correspondait pas à moi, ce que je voulais. Même si, la séparation ne s'est pas passée dans le sang et dans les larmes, on peut quand même aller relire ces histoires-là. Complètement. Je trouve que de toute façon, tout, même là, on parle de l'amour parce que c'est ce qui nous lie dans ce podcast, mais ça peut être pareil même dans les aventures professionnelles. Qu'est-ce qui fait que là, ça a été compliqué ou que je suis passée à autre chose. Enfin, toutes les relectures sur les événements peuvent être intéressantes à donner de l'information sur la suite. Et c'est aussi, parfois, je trouve souvent chez les jeunes, parce qu'il y a cette idée de se dire « Ah, j'ai le temps pour m'engager », on peut se sentir non légitime dans ses demandes vis-à-vis de l'autre en couple. Et c'est aussi parfois être clairement légitime, se sentir légitime dans nos besoins et dans ce qu'on ressent aussi émotionnellement. De se dire, bah là, en fait, dans cette histoire d'amour, je lui ai jamais dit clairement qu'en fait, j'attendais ça de lui. Donc en fait, ça s'est mal fini, mais en même temps, je lui ai jamais exprimé ce que je voulais réellement ou que ça, c'était important pour moi. Donc c'est aussi pouvoir faire un travail au-delà de rebalayer notre reconstruction, c'est aussi faire un travail sur sa capacité à soi, de pouvoir exprimer à la fois ses émotions et ses besoins pour être heureux dans sa vie, mais ses besoins aussi pour le couple. Alors, par exemple, on est là, on est un couple, on a 25 ans, on se dit, allez, ce conseil, il me paraît vraiment très pertinent. Je vais prendre le temps de relire les 25 années passées. Évidemment, dans un premier temps, on le fait seul, on le fait pour soi. Est-ce qu'après, on va aller le partager avec l'autre ? Déjà, quand tu dis tu le fais seul, tu entends quoi, Swazik, par rapport à ça ? Alors après, je te poserai la question un peu des outils, de comment on peut s'aider, mais bon, admettons, là, c'est vraiment quelqu'un qui nous écoute et qui se dit tiens, ce week-end, je vais prendre le temps de faire cette relecture. On donnera après des idées d'outils pour le faire, mais voilà, on le fait pour soi. Est-ce qu'après, il y a une obligation, entre guillemets, de partager tout ce qu'on aura découvert, quelque part, tout ce qu'on aura ressenti dans cette relecture avec l'autre ? Je pense qu'il n'y a pas d'obligation, qu'il y ait un travail thérapeutique ou non d'engagé, que ce soit un travail personnel, mais ça peut aussi faire la force de notre couple. On a pu en parler là dans un autre épisode du podcast, la lettre d'intention, comment ça peut avoir une utilité. Ça peut être aussi quelque chose qui peut nous guider, de dire bah ça, je sais que ça fait partie de mon histoire, de moi, et que dans certaines situations, ça peut me mettre à mal et me faire souffrir. S'il y a cet événement qui se produit, je sais que je serai plus vulnérable. Et je sais qu'à ce moment-là, j'aurai besoin de toi. Parce que je sais qu'il y a ça qui se met en place, qui se rejoue. J'ai cette façon de faire où je vais me remettre dans cette position qui n'est pas confortable pour moi et j'aurai besoin de ça à ce moment-là. J'aurai besoin que tu m'accompagnes de telle façon parce que ça m'aidera. Et aussi, je te fais confiance pour pouvoir mettre en avant ou mettre en lumière des comportements que je pourrais réadopter. Enfin, forcément, pas à l'instant T. Si, par exemple, on va se mettre en colère de façon démesurée, mais juste pas parce qu'il y a une biscotte qui traîne sur la table, mais ça vient refléter autre chose, d'une forme d'incompréhension dans la relation de couple, pouvoir, a posteriori, dire, bah là, j'attends de toi que tu puisses me redire, mais écoute, ma belle, c'est pas du tout cette histoire-là, je crois que ça fait référence à ça, et peut-être, voilà, être au clair sur comment aussi pouvoir voir ça peut venir nourrir votre relation à deux et permettre à l'autre de lui laisser aussi le champ libre pour nous aider. Mais il faut qu'il sache aussi comment il peut nous aider. Oui, donc ce qu'on pense nécessaire de partager avec l'autre parce qu'il pourra nous aider à évoluer sur ce sujet et parce que parfois il pourra se sentir, lui, mis en cause par telle ou telle réaction que je pourrais avoir, alors que non, finalement, ça pourrait s'expliquer par autre chose. Ça, on essaie de partager, on essaie d'en parler, on essaie de le partager avec l'autre pour qu'après, il y ait une meilleure compréhension dans le couple de ce qui va se jouer. Je pense que ça peut valoir le coup, effectivement, de pouvoir revoir ça. Et puis, peut-être même de tout simplement dire ses limites, j'en sais rien. Par exemple, je pense à des patients qui peuvent avoir une relation toxique avec leurs parents, mais qui y retournent quand même tout le temps. Et peut-être de pouvoir dire à son conjoint ou
enfin son fiancé, dire j'ai besoin peut-être que tu me donnes le signal d'alarme parce que je sens que quand je suis en trop longtemps là avec mes parents, ça peut me faire bouillir, que puisses me dire écoute, là, chérie, tu commences à bouillir là. Il faut que tu fasses quelque chose pour prendre soin de toi. Parce que parfois, quand on est dedans, quand on est aux prises émotionnellement, on n'arrive pas à se protéger. Et peut-être que l'autre, il va pas nous protéger. Nous, on va mettre en place les choses pour se protéger, mais il va nous permettre un autre regard parce qu'il nous connaît. On est dans cette relation privilégiée où il voit les petits signes. En fait, c'est pas demander à l'autre de venir nous juger, dire tu fais comme ça et tu dois faire comme ça et fais attention à tes relations, mais peut-être juste un autre regard qui nous dit regarde ce qui se passe là pour toi. Et peut-être que ça peut être ça comme attente aussi qu'on peut avoir. Parce qu'il est important souvent de rappeler que l'autre ne doit jamais se positionner comme le médecin, comme le guérisseur, comme celui qui va venir panser nos plaies et d'où l'importance aussi d'avoir fait pour soi et pour l'autre cette démarche avant. Alors peut-être on va en parler avec un professionnel, mais se dire qu'on ne peut pas mettre l'autre dans cette position de médecin, de guérisseur, mais par contre effectivement de protecteur dans des situations comme ça où il peut être alerté, parce que comme tu le dis, quand on est trop pris dans cette émotion, on a du mal soi-même à se sortir de ces situations, et là pour le coup l'autre peut intervenir comme ça. Et c'est hyper intéressant ce que tu peux dire là, c'est justement ça va pas faire du bien à la relation si on le place comme celui qui va nous guérir, parce qu'en fait, on le place dans une mission qu'il ne pourra jamais parvenir à réussir. Donc, on le place dans une mission impossible. Donc, ça va forcément amener des tensions. Par exemple, on va lui demander de nous donner tout l'amour qu'on n'a pas eu quand on était enfant. Mais sauf que on parle de notre enfant intérieur qui n'a pas été à la fois porté, soutenu comme il le devait, mais en fait il peut pas venir donner l'amour que cet enfant, qui est encore un peu en vous, n'a pas eu en fait, donc on le place dans une mission impossible. Donc ça va amener que de la frustration de votre part, parce que vous lui demandez quelque chose qu'il pourra jamais réussir à faire, et amener de la frustration de son côté aussi, parce qu'il sera toujours dans une espèce de quête, ou de vouloir donner, ou remplir, ou sécuriser quelque chose qu'il ne pourra pas faire en fait. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous donner des outils pour aider ceux qui nous écoutent, les inciter à faire cette relecture de leur vie? Est-ce que ça passe nécessairement par aller voir un psychologue, aller voir un professionnel ou pas? Je pense que c'est important de pouvoir aller voir un psychologue ou un psychothérapeute. L'avantage de la série En Thérapie, c'est que je pense que ça vient rassurer pas mal de personnes aussi sur qu'est-ce qui se passe en séance avec un psychologue. C'est pas juste un psy qui ne parle pas et qui vous écoute et où on passe notre temps à pleurer. On peut pleurer beaucoup, mais on peut rire aussi beaucoup durant des séances thérapeutiques. Et puis, c'est pas forcément toutes les semaines. Enfin, vous êtes acteur de ce dispositif, donc vous pouvez choisir votre psy, l'orientation qu'il a, la façon qu'il a de travailler. N'hésitez pas à poser des questions au téléphone. Comment vous travaillez? Moi, j'ai peur d'être avec quelqu'un qui ne puisse ne pas parler. J'ai pas du tout envie d'être allongée. Est-ce que c'est une obligation? Comment est-ce que vous travaillez? Vous pouvez poser ces questions-là au psy que vous appelez. Vous êtes acteur du dispositif. Et pareil pour la régularité, c'est quelque chose que vous pouvez discuter ensemble. Est-ce que au final, vous allez bien? C'est juste que vous voulez faire un point. Ça peut être une séance tous les 15 jours, tous les mois, ou non, là c'est plus complexe, toutes les semaines. C'est quelque chose que vous pouvez construire. Vous êtes acteur de ce travail, c'est quelque chose que vous allez faire à deux. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi de venir sécuriser sur ça, en tout cas, venir rassurer les personnes. Oui, qu'on ne part pas forcément pour 3 ans de thérapie quand on va bien et qu'on veut juste se faire aider pour relire sa vie. On ne part pas nécessairement dans un processus long. Effectivement, et c'est se redire ça aussi, c'est qu'on est toujours acteur de ce qui se passe. Donc on va dans la direction qu'on a aussi envie de choisir. Par rapport à ce qu'on a pu dire, c'est déjà peut-être ceux qui ne souhaitent pas franchir le pas d'aller voir quelqu'un, c'est de se mettre dans cette position justement méta, c'est se regarder faire. Et ça peut être un bilan aussi qu'on se fait ne serait-ce qu'en fin de journée, dire mais là je me suis mise très en colère, mais qu'est-ce qui m'a fait souffrir réellement à ce moment-là? De pouvoir juste se poser là et pas tout de suite chercher la cause dans l'autre, mais qu'est-ce qui s'est joué dans notre relation qui fait que là ça m'a fait de la peine. Donc de pouvoir rebalayer ça et de se dire est-ce qu'il y a d'autres moments où c'est la même émotion qui revient quand je suis dans des relations avec d'autres personnes. Ça va peut-être permettre de voir quel jeu ou qu'est-ce qui se met en place ou qu'est-ce qui au final, à quelle blessure ça peut faire écho en fait. Donc ça c'est se regarder un peu faire. Ça peut être guidé et aidé par des lectures tout simplement. Là on pourra en mettre sur le compte Insta des références, mais se guider se faire guider par des lectures qu'on peut avoir à tête reposer, prendre son temps pour lire ce qui peut nous parler. Prendre du temps pour soi, tout simplement aussi avoir des temps de pause, que ce soit même aussi des marches un peu méditatives, mais prendre du temps aussi seul, où on peut aussi se poser, écrire, ça peut beaucoup aider aussi, parce que ça permet justement de ce décalage qu'on peut opérer, de
de se voir faire, ça peut aider l'écriture. C'est pas forcément pour se relire derrière, mais rien que déjà que dans l'acte, faut qu'on choisisse, qu'on pose nos mots, donc ça nous amène à être dans la réflexion. Est-ce que là, il serait intéressant de se dire, tiens, oui, effectivement, j'ai écouté ce podcast, ça m'a donné une idée, je prends la décision de relire mon passé. Donc, je me donne tel ou tel moyen, je m'achète un nouveau carnet, je me dis que dans un mois, ce week-end-là, je le prends pour moi toute seule, je prends mes chaussures, je me fais un tracé d'une randonnée, je prends mon vélo, je vais m'isoler dans tel endroit que je connais. Tu vois, vraiment, je pose une décision où je vais me dire, allez, je me donne ce temps, je vais le faire de relecture de mon passé. Est-ce que déjà, ça peut être juste un premier point? Je pense pleinement, ouais. Et puis c'est de voir ça, je trouve aussi avec optimisme, en fait, de se dire qu'est-ce que je m'offre à moi comme cadeau et à mon couple. Parce que souvent, il y a cette idée aussi de se dire on va aller un peu dans la cave, fouiller un peu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est douloureux. Mais c'est plutôt aussi de dire de quoi j'ai envie de me débarrasser, qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui peut me faire souffrir et comment je peux en faire autre chose de ça, en fait. Donc, ouais, complètement, ça peut être une idée. Et peut-être l'idéal, c'est du coup de le faire, d'entreprendre cette démarche à deux. Alors, évidemment, pas ensemble, mais chacun de son côté, mais de le faire ensemble. Pour que chacun ait eu ce temps de relecture pour être plus serein et justement, on disait, en paix le jour où ils s'engageront l'un avec l'autre. Mais, du coup, les questions là, proposées dans le rendez-vous numéro 3 de ton carnet... 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux permet aussi pas mal, je trouve, cette réflexion à deux. L'avantage, c'est que c'est des questions guidées. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est difficile, en fait, de s'y mettre, à se poser aussi. Donc, ça peut permettre de guider l'échange, de guider aussi son introspection, de pouvoir reprendre un temps ensemble pour pouvoir nourrir au mieux la relation avec ce qu'on a pu prendre le temps d'observer et de regarder en soi. Donc, si on résume, on peut se dire, si vous le sentez, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, si on peut vous conseiller un bon professionnel, allez-y, faites-vous aider. C'est quelque part le moyen quand même le plus confortable. Si vous préférez, et puis en plus, vous pouvez lire. Quand vous repensez un peu à votre histoire, il y a des choses qui semblent vous échapper. Essayez de trouver des lectures sur le sujet. Nous, on en conseillera. Écrire aussi. Ça, c'est très thérapeutique. Et puis, ça permet souvent d'y voir plus clair. S'isoler, prendre du temps vraiment seul pour repenser à tout ça. Je pense aussi à autre chose dont on a parlé quand on a préparé, c'est peut-être que si on a des zones d'ombre, quand justement on procède à cette démarche, de pas hésiter, de chercher les réponses, donc ne pas hésiter à aller parler avec ses parents, ses frères, ses sœurs, sa tante, son cousin. Si on sent qu'il y a eu des non-dits dans la famille, des histoires qui sont pas au clair, des choses qu'on aurait vécues enfant, mais c'est des souvenirs qui sont un peu brumeux, donc ne pas hésiter aller vers les autres pour avoir des réponses. J'imagine que dans le travail, c'est important de ne pas rester avec des... Et après, je pense, en dernier point, un travail sur sa communication aussi. Plus on sera au clair sur sa capacité à exprimer de façon bienveillante ses besoins et ses émotions, plus ce sera facile aussi dans les relations de déjouer les jeux, la mise en place d'anciens scénarios qui peuvent être liés à notre construction familiale. Là, je pense à ceux qui nous écoutent et qui sont déjà engagés, qui sont déjà dans une vie à deux, qui ont déjà des enfants, qui sont déjà mariés peut-être, et qui se disent « mince, moi, on m'a pas conseillé ça avant de m'engager, je ne l'ai pas fait, est-ce qu'il est trop tard ?» Non, mais il est jamais trop tard, bien évidemment. Et puis je pense qu'en plus, même on peut avoir fait un travail thérapeutique et l'arrivée d'un enfant ou du deuxième ou du troisième peut venir réveiller d'autres choses. C'est assez commun quand on devient parent ou quand on redevient parent que ça vienne faire écho à d'autres choses encore qu'on n'avait peut-être même pas creusé ou imaginé. Donc non, il est jamais trop tard et puis tout est possible, j'ai envie de dire. L'amour vous attend partout et vous pouvez toujours travailler sur des choses et améliorer votre quotidien. Et voilà, moi je pense que le plus important, c'est que vous puissiez trouver quelqu'un avec qui vous vous sentiez en confiance et qui puisse vous accompagner avec bienveillance et humanité. Et parce que ça, c'est vraiment ça, je dirais, qui est important, que vous puissiez trouver la personne. Moi, j'entends aussi ceux qui là se disent « moi, je vais très bien dans ma vie, mon couple me semble très stable, mes enfants, j'ai vraiment l'impression de leur apporter le meilleur. À quoi bon aller faire la relecture de cette vie qui, ça se trouve, va remuer un peu les choses. Voilà, je verrai si un jour ça va pas bien, je m'y mettrai, mais là, aujourd'hui, non. » Moi, je pense que ça peut toujours avoir un intérêt et aussi ne serait-ce que tout simplement dans la transmission. C'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, ne serait-ce que de faire un travail sur soi ou même de relecture. Après, ça peut peut-être pas passer dans un travail thérapeutique, mais dans un groupe de réflexion. Il y en a, par exemple, qui vont faire un travail autour de leur arbre généalogique. Ça va éveiller d'autres questionnements, mais c'est aussi
avec quoi on en est et qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et c'est peut-être aussi déjà un cadeau qu'on fait à nos enfants ou nos petits-enfants de faire aussi ce travail parfois. Pas le voir forcément comme quelque chose aussi, c'est qu'en fait on associe toujours au côté c'est douloureux, on a des problèmes avec ces stéréotypes autour du psy, mais il n'y a pas que ça en fait. Et peut-être que le faire aussi dans une période où on va bien, ça facilite la chose parce que si on découvre, on réalise des choses qui se sont passées et qui ont un impact aujourd'hui, qui sont peut-être pas évidentes, le fait qu'on aille bien dans sa vie, ça nous aidera justement à mieux les accepter et à mieux les surmonter. Alors que attendre de ne pas aller bien, on est moins armé, peut-être aussi quelque part pour affronter, entre guillemets, ce qui pourrait être complètement. Après, je pense quand même le point de départ, c'est d'avoir un objectif et un réel désir. S'il n'y a pas de volonté de le faire, l'idée, c'est pas de gratter pour gratter, d'aller voir ce qui va mal à tout prix. Je serais pas forcément dans cette idée-là, mais forcément, si on est à peu près stable dans sa vie de famille, qu'il n'y a pas, j'en sais rien, on n'est pas au chômage, dans une perte d'emploi, forcément, les exercices ou les tâches que pourront potentiellement nous donner le thérapeute, tout ce qui va nous amener comme réflexion, ça sera plus facile et plus aisé de le faire. Mais je trouve ça bien quand même de partir avec un objectif, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans ce travail et quelle est notre volonté. Très bien. Merci beaucoup Marie-Lise, très enrichissant. J'espère que ce nouveau format du podcast Au cœur du couple vous aura plu et vous aura beaucoup apporté. On vous mettra des références en commentaire sur notre page Instagram Au cœur du couple. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions, les thèmes que vous voudriez que l'on aborde comme ça dans ces épisodes spéciaux. Nous sommes là pour vous, ne l'oubliez pas, donc ce sera avec grand plaisir. Merci Marie-Lise. Merci à toi, c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble. Et puis à très bientôt. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.